merci de... Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents pour ce webinaire, comme on dit. Dans le cadre de l'ensemble de ces séminaires consacrés à la fin de vie, il nous avait apparu important de parler de dons, de dons de soi, par exemple, de dons de cerveau et de moelle épinière pour la recherche. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation. Soutenir la recherche, le don de cerveau et de moelle épinière. Et donc, je ne vais pas reparler de la biobanque NeuroCEB. Donc, je disais le don pour greffe, donc, qui est le plus connu. Donc, c'est un don à visée thérapeutique, de visée de soins. En fait, hein, le principe, c'est au moment du décès, si c'est possible, des médecins vont proposer à la famille si elle est d'accord, pour que soient faits des prélèvements sur la personne décédée. Et ces prélèvements, donc ces organes, ces tissus, vont servir à soigner une personne malade. Donc, c'est par exemple des greffes de poumons, de cœur, de foie. Enfin, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Le principe, c'est un consentement par défaut. C'est-à-dire, nous sommes tous et toutes considérés comme des donneurs, à moins de nous être inscrits sur le registre national des refus, qui est géré par l'Agence de biomédecine. Malgré tout, évidemment, au moment du décès, donc les médecins des services de greffe vont demander à la famille son accord, parce qu'il est évidemment pas question d'aller à une opposition de la famille, ou si la famille est trop bouleversée, bien entendu. C'est pour ça qu'il est toujours dit par l'Agence de biomédecine et par le gouvernement: si vous voulez que soient faits des prélèvements au moment de votre décès, des prélèvements pour greffe, parlez-en autour de vous, puisque votre famille sera interrogée au moment du décès. Alors, ces dons pour greffe, ils sont malheureusement rares, non pas parce que les personnes ne veulent pas, mais parce que les conditions de décès ne rendent pas forcément les organes possibles à greffer. Et les organes peuvent être abîmés selon les circonstances de décès. Les organes peuvent ne plus être irrigués, donc ne plus oxygénés, donc ils vont être abîmés aussi. Par ailleurs, il faut qu'il y ait des formes de compatibilité. Alors là, c'est lié au groupe sanguin, à des groupes tissulaires très spécifiques. En général, donc hormis pour le rein, par exemple, les greffes ne sont possibles que si la personne est décédée, c'est-à-dire est décédée au niveau cérébral, c'est-à-dire si son encéphalogramme, son électroencéphalogramme est plat, hein, le cerveau est mort, mais que le cœur bat encore. Ça permet à ce que le sang circule encore, apporte de l'oxygène aux organes, et donc les organes étant encore oxygénés vont pouvoir être prélevés pour greffe. Donc, ce sont des circonstances de décès qui, en général, sont liées, par exemple, à un accident de voiture où la tête va être touchée. Donc, le cerveau va arrêter de fonctionner, mais pendant quelques minutes encore, le cœur, lui, va continuer à battre. Les circonstances de décès donc, sont peu fréquentes, ce qui fait que ce don a été considéré comme prioritaire par la loi. C'est-à-dire par rapport à d'autres formes de dons, on considère qu'il est plus important, et donc la loi le considère comme prioritaire si jamais il y a à choisir entre plusieurs formes de dons. Le fait de s'inscrire sur le registre national des refus permet de choisir entre les différentes formes de dons. On peut très bien dire: je veux que mes organes soient prélevés pour les greffes, mais ne soient pas prélevés pour d'autres choses. Ou là, à l'inverse, je veux que mes organes soient prélevés pour d'autres choses, dont je vais vous parler, mais pas pour les greffes. On peut faire la distinction quand on s'inscrit sur le registre national des refus, ou alors, vis-à-vis des greffes, on en parle juste à son entourage. La deuxième forme de prélèvement possible, donc au moment du décès, c'est les prélèvements pour la recherche. Donc eux, ils sont à visée scientifique, c'est-à-dire pour la recherche. Donc ils ne visent pas à soigner une personne directement, mais à être utilisés par des chercheurs qui mènent des projets de recherche sur des maladies. C'est le cas exactement de notre biobanque. Le principe, donc, ça va être de prélever au moment du décès. Alors là, on parle de décès complet, hein, c'est-à-dire le cerveau est mort et le cœur est arrêté complètement, tout l'organisme est arrêté, et donc la personne est déclarée décédée. Et donc là, les prélèvements qui sont effectués, donc que ce soit des organes ou des petits bouts d'organes, ce qu'on appelle des tissus ou des fluides biologiques, donc, vont servir à la recherche.
Ceci, par contre, nécessite un consentement spécifique qui est donné du vivant de la personne. Quand c'est à visée scientifique, à visée de recherche, ça nécessite un consentement spécifique donné du vivant. L'autre forme de don dont vous avez peut-être entendu parler, qui est assez fréquent, c'est le don du corps à la science. Donc, il vise en fait à enseigner l'anatomie aux étudiants en médecine essentiellement, et c'est aussi utilisé pour de la recherche dans les facultés de médecine. Donc, c'est également un consentement qui est donné du vivant de la personne. Chaque centre de don du corps a son propre fonctionnement. En général, c'est associé aux facultés de médecine. Ils ne sont pas organisés en réseau, malheureusement, mais donc chaque centre de prélèvement a son fonctionnement. L'autre forme de prélèvement ou de choses qui peuvent se passer au moment du décès, c'est ce qu'on appelle une autopsie. C'est une autopsie qui est demandée par un médecin, en général, qui va avoir un doute sur les causes du décès ou sur la maladie dont souffrait la personne. Donc là, c'est un médecin qui va demander à la famille si elle est d'accord pour faire cette autopsie, pour rechercher donc les causes du décès ou la maladie dont souffrait la personne. Et la dernière forme de prélèvement donc possible au moment du décès, elle, vous en avez peut-être entendu parler euh, dans des séries policières, par exemple, ce sont les autopsies médico-légales. Donc, elles sont demandées en général par un juge d'instruction et c'est à visée judiciaire. Là, c'est quand les causes de décès sont troubles et nécessitent une enquête. Donc, nous, en ce qui concerne la banque de cerveau et de moelle épinière, pour la recherche, donc on se situe dans le deuxième cas, les prélèvements à visée de recherche. Et donc, ce qui nous concerne essentiellement, il s'agit de prélever le cerveau et parfois la moelle épinière selon les pathologies, et parfois aussi d'autres prélèvements en fonction des recherches qui sont en cours. Alors, nous, on est donc la biobanque NeuroCEB. On est l'issue de la fusion entre une association NeuroCEB et le Centre de ressources biologiques NeuroCEB, une biobanque. CRB, ça veut dire Centre de ressources biologiques. Donc, l'association est une association d'associations de malades et de fondations de recherche. Donc, c'est elle qui gère la communication envers les donneurs, les consentements, comme je vous disais, qui doivent être recueillis du vivant, et le transport de corps, l'organisation du prélèvement au moment du décès. Et la partie centre de ressources biologiques, CRB, donc assure donc la collection, la conservation des échantillons, reçoit les demandes des chercheurs qui ont besoin d'échantillons et qui les mettent à disposition des échantillons aux chercheurs. Et donc, entre nous, donc l'association NeuroCEB et le CRB NeuroCEB, on constitue la biobanque NeuroCEB. J'ai oublié de dire que la partie CRB donc, est sous la tutelle des hôpitaux de Paris, de la PHP, et en particulier de la Pitié-Salpêtrière. Actuellement, donc nous avons, comme je vous disais, l'association NeuroCEB, c'est une association d'associations. Actuellement, nous avons 7 associations membres, dont vous allez peut-être reconnaître certaines qui font partie de la filière maladies rares Brain Team, donc France DFT, PSP France et CSC, et France Sclérose en plaques sur une certaine part. Mais nous avons aussi comme membres donc France Parkinson, la Fondation Vaincre Alzheimer et l'ARSCLA sur la sclérose latérale amyotrophique. Outre ces 7 associations et membres et fondations de recherche, donc, nous avons donc un partenariat avec la DASIL France, qui est aussi membre de la filière Brain Team, et donc un partenariat avec Brain Team depuis cette année, ce qui va nous permettre en fait d'accéder à des pathologies que l'on n'accueillait pas jusqu'à maintenant, qui sont soutenues donc par les associations de la filière. Et là, on parle en particulier donc de maladies qui touchent les adultes. On ne prendra pas les maladies qui touchent les enfants. On pense par exemple aux maladies de Huntington, aux dystonies, aux atrophies multisystématisées. Alors, on les acceptait déjà dans une certaine proportion, mais on peut les accueillir encore plus largement. Ce sont des leucodystrophies aussi. Enfin bon, le champ est assez large. Actuellement, donc, nous sommes, pour faire tourner tout ça, une assez petite équipe. Quand on parle de l'équipe qui est localisée à la Pitié-Salpêtrière, donc il y a moi-même qui suis en relation avec les patients, les familles, les cliniciens et les associations. Il y a ma collègue, donc Sabrina Leclerc, donc, qui, elle, est en relation avec les chercheurs
et les comités scientifiques. La coordination scientifique, donc c'est le professeur Daniel Célian, donc, qui est la chef du service de neuropathologie à la Pitié-Salpêtrière. Ma collègue et moi-même donc, assurons donc, l'organisation des prélèvements 7 jours sur 7, et je vais revenir juste après sur la façon dont ça se passe. Et à côté de cela, pour faire les prélèvements, nous travaillons avec un réseau de neuropathologistes, donc qui sont localisés, comme vous le voyez sur cette carte, donc un petit peu partout en France. Donc ça représente 14 centres hospitaliers en France métropolitaine. J'insiste sur le côté métropolitain parce qu'on n'intervient pas dans les territoires d'outre-mer, mais sur le côté aussi continental parce qu'on ne peut pas intervenir en Corse ou sur les îles en Bretagne ou autres, on ne fait que du transport routier, voilà, pour transporter les corps. Au moment du essai, donc on va aller vers le centre de prélèvement le plus proche, mais comme vous le voyez, il y a quand même des zones géographiques qui sont pas couvertes, malheureusement, et donc ce qui occasionne, enfin, je veux dire, où il n'y a pas de centre de prélèvement, donc ce qui occasionne du coup parfois des transports de corps assez longs et qui augmente un peu les délais. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, un donneur et ses proches, sa famille, qui a un neurologue, un gériatre, qui travaille, qui est soutenu par une association de malades, ou qui a vu notre site internet, qui a entendu parler de nous dans les médias, dans la presse. Et donc, ces intervenants donc, disent, il faut que vous pouvez donner votre cerveau au moment de votre décès. Donc, nous avons aussi une brochure. Et donc, si les personnes donc, sont intéressées, donc, elles savent qu'elles peuvent me contacter. Et moi, donc, je vais leur expliquer l'intégralité de la façon dont ça se passe. Et je vais leur adresser, si ça les intéresse, donc, un petit questionnaire médical qu'ils pourront remplir eux-mêmes, par lequel ils déclareront donc quels sont leurs antécédents, si une maladie leur a été diagnostiquée et quand, et un certain nombre d'autres questions. Ce questionnaire, il va être visé par notre comité médico-scientifique. Et si c'est bon, je vais adresser donc le formulaire de consentement par lequel donc, la personne pourra dire je veux donner mon cerveau et ma moelle épinière et éventuellement d'autres tissus au moment du décès. Ce consentement, il porte donc sur l'autorisation de faire des recherches sur une maladie ou sur plusieurs maladies. Ces recherches peuvent inclure un volet génétique, hein, c'est-à-dire une recherche de mutation ou d'autres éléments de notre ADN. Et ces recherches peuvent éventuellement inclure un partenariat avec des industriels, ces industriels étant la plupart du temps donc, des laboratoires pharmaceutiques ou des entreprises de biotechnologie, sachant que ce sont ces entreprises-là donc, qui vont développer des nouvelles méthodes de diagnostic ou des nouveaux médicaments, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des partenariats qui sont importants pour la recherche. La majorité des chercheurs, quand même, qui nous demandent des échantillons, sont des chercheurs du public, hein, des organismes publics. Donc, une fois que j'ai reçu ce formulaire de consentement, donc je vais inclure la personne donc, dans notre base de données sécurisée, et elle va recevoir un dossier dans lequel il y aura les instructions qui seront à suivre par l'entourage au moment du décès, et une carte de donneur donc, que la personne pourra garder sur elle. Nous allons interroger donc le neurologue, le gériatre, le médecin traitant du donneur pour recevoir l'historique de la maladie de la personne. J'ai oublié de dire un point important aussi, que le donneur n'est pas obligatoirement une personne malade. Le donneur, ça peut être aussi une personne qui n'est pas atteinte d'une maladie neurodégénérative, parce qu'on a aussi besoin de témoins pour les recherches. Hein. Les chercheurs cherchent à comparer le cerveau malade au cerveau non malade. Alors, bien sûr, tout le monde, en vieillissant, développe des maladies. Là, on parle juste d'être témoin, d'être contrôle, c'est-à-dire de ne pas avoir une maladie du cerveau qui fait qu'on pourrait utiliser pour la recherche, mais on meurt tous de quelque chose, hein, forcément. Donc, une maladie du foie ou des poumons ou autre chose, donc, qui n'aura pas forcément d'impact sur le cerveau, la personne peut tout à fait être témoin. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, on va récolter auprès du neurologue, du gériatre, du médecin traitant, donc l'histoire de la maladie ou l'histoire clinique simplement de la personne si elle n'est pas malade.
Et donc, on va constituer ce dossier de cette façon. Il peut s'écouler des années entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où elle sera prélevée, parce qu'on est parfois sur des pathologies à évolution très longue, mais on existe depuis longtemps, donc cela fonctionne encore. Voilà. Euh, Au moment du décès, donc, selon les instructions, on va nous appeler on va nous appeler au numéro qui est sur la carte de donneur et dans le dossier de donneur. Donc, nous, on assure une astreinte 7 jours sur 7 en journée, week-end et jours fériés compris. Une fois qu'on sera averti du décès, donc on va faire le point, on va regarder où la personne est décédée et on va contacter le centre de pathologie, le centre de prélèvement le plus proche, hein, comme je vous ai montré la carte, où un neuropathologiste ou un médecin légiste sera disponible donc, pour faire les prélèvements. On va faire le point avec le médecin qui fait le constat du décès, parce qu'il a un certain nombre de papiers à remplir. Et ces papiers, notamment, vont nous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire cette interrogation du registre national des refus, donc qui est une obligation légale, pour s'assurer que la personne ne s'était pas inscrite sur ce registre national des refus dont je vous parlais tout à l'heure. Si c'est bon, donc on va faire transporter la personne donc, du lieu du décès vers le centre de prélèvement. Ce transport de corps doit avoir lieu dans les 48 heures qui suivent le décès. Ça, c'est une obligation légale aussi. C'est la réglementation sur les transports de corps sans cercueil. Et de toute façon, nous, on souhaite aussi que le prélèvement ait lieu dans les 48 heures qui suivent le décès parce qu'on sait qu'au-delà de 48 heures, le cerveau commence à se dégrader et les prélèvements, de ce fait, qu'on mettrait à disposition de la recherche seraient de moins bonne qualité. Une fois le prélèvement réalisé, j'y reviendrai après sur le devenir des prélèvements et sur comment on les effectue. Donc, ces prélèvements sont anonymisés et vont rentrer donc dans nos collections. Un diagnostic sera effectué, là je vais en reparler un petit peu après, qui va nous permettre de vérifier que le diagnostic qui avait été émis du vivant de la personne était le bon ou pas, ou de le préciser s'il n'était pas connu. Et ce diagnostic, en fait, donc, va nous être est réalisé par un neuropathologiste, nous est retourné et nous, on va l'adresser au médecin qui suivait le donneur. Euh, Lui aura la charge, si ça avait été demandé en amont, de transmettre ces informations à la famille, qui pourra ainsi être informée de la pathologie dont souffrait son proche décédé. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de prélèvement. Et ceci, bien que la personne ait rempli son consentement de son vivant, le consentement n'est pas une obligation de faire le prélèvement, mais il nous en donne la possibilité. Donc, on ne fait pas de prélèvement s'il n'y a pas eu de consentement de recueilli du vivant du donneur. Donc, ça, c'est la règle. On peut être amené à ne pas faire de prélèvement aussi s'il y a une pathologie en fait qui interfère et qui a pu abîmer le cerveau. Donc, c'est le cas, par exemple, pour une personne qui aurait fait un très gros accident vasculaire cérébral avec une grosse hémorragie. Ça va être le cas aussi pour une personne qui aurait eu des métastases cérébrales ou une tumeur cérébrale, qui aurait eu de la radiothérapie parce que le cerveau va être abîmé, et un certain nombre d'autres pathologies. Là, c'est géré au cas par cas. Excusez-moi. Euh, Ça peut être le cas aussi en cas de prélèvement pour greffe. Alors, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, les prélèvements pour greffe sont considérés comme prioritaires par la loi. S'ils sont considérés comme prioritaires par la loi, ça veut dire qu'on va les faire en priorité et qu'on ferait le prélèvement de cerveau pour la recherche dans un deuxième temps. Malheureusement, pendant tout le temps en théorie, c'est tout à fait possible. Malheureusement, pendant tout le temps que se déroule la procédure pour la greffe, en fait, donc il y a du temps qui s'écoule, et pendant que ce temps s'écoule, en fait, le cerveau se détériore, et en particulier pendant la procédure de greffe, il se passe un certain nombre de mécanismes chimiques et biochimiques qui font que le cerveau va se dégrader. Donc, en théorie, on aurait tout à fait le droit de faire le prélèvement de cerveau une fois les prélèvements pour greffe réalisés. En théorie, on ne le fait pas ou extrêmement rarement parce que le cerveau est abîmé. Euh, pour tout vous dire, je suis coordinatrice depuis 2007. J'ai été confrontée uniquement 2 fois à un cas où un prélèvement pour greffe était possible. Et il y a eu une seule fois où on a fait un prélèvement de cerveau après. Voilà. Euh, alors, la première raison, pourquoi est-ce qu'on a été confronté que 2 fois à un cas où des prélèvements pour greffe étaient possibles? Parce que, comme je vous disais,
pour faire un prélèvement pour greffe. Donc, ce sont des circonstances de décès qui sont violentes, comme un accident de voiture. La majorité de nos donneurs sont des personnes âgées qui vont décéder tranquillement dans leur lit en EHPAD et en général, ce ne sont pas des morts violentes. Donc, ça ne permet pas de prélèvement pour greffe. Et enfin, l'autre raison aussi, c'est que si une mort brutale risque d'arriver, il est fort à parier que le cerveau, lui, est endommagé. Et donc, dans ce cas-là, on ne fait pas le prélèvement de cerveau. Voilà. On ne fera pas de prélèvement non plus s'il y a du don du corps à la faculté de médecine. Alors là, c'est plutôt pour des aspects pratiques et légaux. Comme je vous disais, on a le droit de faire un transport de corps que dans les 48 heures qui suivent le décès. Donc, on pourrait imaginer donc, de faire le prélèvement de cerveau et ensuite le don du corps. Cependant, les deux ne se passent pas au même endroit, hein. Comme je vous disais, le prélèvement de cerveau, il se fait dans un établissement hospitalier, dans un hôpital. Le don du corps, dans les facultés de médecine, c'est pas au même endroit, donc ça nécessite de faire un transport de corps après avoir prélevé le cerveau. Et comme je vous disais, on n'a que 48 heures pour faire des transports de corps. Donc déjà, il y a cette restriction sur le délai, donc il y a des moments où on est hors délai. Par ailleurs, il y a des centres de don du corps qui, par exemple, ne sont pas ouverts le week-end ou qui ne sont pas ouverts tout le temps. Donc, ça peut être rajouté encore au délai. Et par ailleurs, il y a des centres de don du corps qui refusent que les corps aient été touchés parce qu'ils veulent pouvoir montrer un corps intact aux étudiants en médecine, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et comme en plus, chaque centre de don du corps a son propre fonctionnement, on a été confronté à des difficultés plusieurs fois où, alors qu'un don du corps était possible, après, eh bien, finalement, le don du corps a été refusé par la faculté de médecine, ce qui a créé des gros ennuis aux familles et des grosses difficultés psychologiques, bien entendu, comme on peut l'imaginer, alors que les choses étaient prévues. Et au final, pour nous, tant qu'on la situation n'aura pas été régularisée, donc avec les centres de don du corps qui ne fonctionneront pas tous de la même façon, et qu'on n'aura pas un délai un peu plus important pour faire les transports de corps, on préfère dire en fait que les deux ne sont pas compatibles. Et enfin, il peut arriver qu'il y ait d'autres difficultés administratives ou logistiques, en particulier liées aux jours fériés, à des manques de médecins pour signer les constats de décès, à des manques de médecins pour faire les prélèvements ou d'autres choses. Et donc, il peut arriver qu'on ne fasse pas le prélèvement. Pour les aspects médicaux, c'est étudié au cas par cas, comme je vous disais, et de façon collégiale, donc avec le médecin coordinateur Daniel Sellian. Le prélèvement a été réalisé, donc, et nous avons donc un cerveau entier qui a été prélevé, et éventuellement de la moelle épinière si la maladie le nécessite. Le cerveau comporte deux hémisphères, hein, comme vous le savez probablement. Donc, il y a un des deux hémisphères donc, qui est destiné à la recherche, qui est destiné à faire le diagnostic, excusez-moi. Donc, il va être fixé dans un produit proche du formol. Ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, au terme desquels, en fait, on va faire un certain nombre d'analyses qu'on appelle des immunohistochimies, où on va rechercher donc les protéines anormales qui sont impliquées dans certaines maladies. Et si ces protéines anormales sont détectées, eh bien, on voit ça au microscope et donc ça permet de dire, ah oui, il s'agissait bien de cette maladie. Ah non, ce n'était pas la maladie qui avait été présumée du vivant de la personne, c'est celle-ci. Donc là, on a un diagnostic, on peut dire, confirmé ou infirmé, mais en tout cas plus précis et définitif. Les prélèvements fixés dans le formol peuvent également servir pour la recherche de façon un peu plus minoritaire. L'autre hémisphère, donc lui, il va être échantillonné selon des zones anatomiques d'intérêt, selon les maladies, et ces échantillons vont être congelés. Donc, ce sont eux qui se constituent donc les prélèvements pour la recherche. Et l'ensemble de ces prélèvements, donc, comme je vous disais, sont anonymisés et sont emmenés donc, à la plateforme de ressources biologiques, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, depuis les 14 centres de prélèvement. Donc, on les transporte jusqu'à la plateforme de ressources biologiques, où ils sont conservés dans ces grands congélateurs à moins 80 degrés. Ils peuvent ainsi être conservés pendant au moins 10 ans. Ça se conserve très, très bien. Les prélèvements étant nombreux, un cerveau, c'est quand même assez gros. Un même patient, donc un même cerveau, donc, peut servir à alimenter plusieurs dizaines de projets de recherche avant d'être épuisé. Voilà. Donc, c'est extrêmement précieux.
Et un même cerveau peut servir vraiment à beaucoup, beaucoup de recherches. Les échantillons, voilà, donc ils sont stockés dans ces congélateurs à -80, les ressources biologiques en fait. Ils sont recensés dans une base de données. Les neuropathologistes nous ont donné le compte-rendu neuropathologique. On travaille avec les services hospitaliers, donc pour les aspects administratifs et financiers, des aspects techniques de surveillance des congélateurs, avec la chambre mortuaire, bien entendu, si le prélèvement a eu lieu à notre chambre mortuaire ou avec les chambres mortuaires des autres centres hospitaliers. Et nous avons donc nos échantillons à disposition des chercheurs. Alors, les chercheurs vont remplir un formulaire, qui choisissent des échantillons, justement, vont remplir un formulaire dans lequel ils vont décrire leur projet de recherche. Et ce formulaire, donc ce projet de recherche, va passer devant un comité scientifique d'attribution qui va valider que le projet est intéressant et qu'on peut préparer des échantillons. Nous allons préparer, enfin ma collègue donc Sabrina donc, va préparer un devis de préparation des échantillons. Donc en tant que tel, on n'a pas le droit, évidemment, selon la loi française, on n'a pas le droit de vendre le vivant, hein. Ça, c'est une obligation légale, c'est évident, ça ne viendrait pas à l'idée. Mais par contre, toute la préparation des échantillons, tout ce qui les environne, le fait de les avoir échantillonnés, le fait de les conserver, ça représente un coût. Le fait d'avoir fait le diagnostic, donc comme je vous disais, c'est des techniques qui nécessitent du matériel, qui nécessitent des microscopes, etc. Donc tout cela est valorisable, tout ça qui représente un coût. On a établi un devis en fait. Alors, ce n'est pas un devis à coût réel parce que sinon aucun chercheur ne pourrait, entre guillemets, s'offrir les échantillons. Mais par contre, c'est un petit dédommagement qui va soutenir l'hôpital et les associations de malades dans la démarche. En fait. Voilà. Ce devis, une fois qu'il a été accepté par l'organisme de l'équipe de recherche, donc il y a un contrat qui va être signé, ce qu'on appelle un MTA, Material Transfer Agreement, les échantillons vont pouvoir être préparés et mis à disposition des chercheurs. Les chercheurs vont mener leurs recherches qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on va leur demander de nous faire des retours. Alors déjà, de nous faire des retours sur la qualité des échantillons, ce qui va nous permettre de nous améliorer et essayer de fournir des échantillons d'une très bonne qualité pour qu'ils puissent avoir des bons résultats. Et on va leur demander aussi justement de nous faire part de leurs résultats et en particulier des publications scientifiques qui sont réalisées, qui seront rédigées et publiées grâce aux résultats obtenus avec nos échantillons. Donc ça, c'est très important parce que ça permet, je pense que les associations de malades présentes dans l'Assemblée seront d'accord avec moi, ça permet en fait de valoriser toutes les actions qu'on fait, de dire voilà, on donne de l'argent à la recherche obtient des résultats, donc ça justifie donc l'argent qu'on a pu collecter. Actuellement, donc, justement, pour vous donner un ordre d'idée de où on en est, hein, ce sont des chiffres approximatifs. Donc, on a pu nous avons à peu près 30 000 échantillons disponibles pour la recherche, il y a eu à peu près 900-950 hémicerveaux prélevés, on doit être à peu près 950, qui représentent à peu près une quinzaine de maladies neurodégénératives. Plus de 10 000 échantillons ont été cédés pour la recherche, donc sur ces 15 dernières années, ce qui représente à peu près 250 projets de recherche. Et sur ces 250 projets de recherche, il y en a eu à peu près 115 articles scientifiques donc, qui ont été publiés dans des revues internationales, ce qui est un bon chiffre. Et on continue. Voilà. On continue, on donne des échantillons à une 15-20 projets de recherche par an. On fait une quarantaine en moyenne de prélèvements de cerveau par an et on collecte, on va dire à peu près 80 nouveaux consentements aux dons de cerveau par an. Actuellement, là, vous avez sur ce tableau un éventail des pathologies, des maladies donc, que nous avons dans nos collections. C'est-à-dire que nous pouvons mettre à disposition des chercheurs. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même certaines donc, qui sont effectivement des maladies peu fréquentes, voire rares, que vous reconnaissez. Et le fait, comme je disais tout à l'heure, donc du partenariat avec Brentin donc, va nous ouvrir à d'autres maladies rares de l'adulte. Et ça nous réjouit parce que les chercheurs demandent des échantillons. 。
Si vous êtes voilà, des associations, des médecins, des soignants, etc., donc on a des supports à disposition pour qui en aurait besoin sur demande. Donc à gauche, vous avez la première page de notre petite brochure pour le don de cerveau. À droite, un visuel d'une affiche qui peut être mis donc, dans les box de consultation, dans les salles d'attente des médecins et qui rappelle aussi donc, nos coordonnées si l'on souhaite s'inscrire pour le don de cerveau. Et d'ailleurs, en parlant de coordonnées, donc je vous les présente ici, donc les miennes, donc pour tous les contacts associations, patients, familles, cliniciens, et les coordonnées de ma collègue, donc Sabrina, pour les chercheurs. Donc on est plus facilement joignable par email. Parce qu'on n'est pas toujours à notre bureau. Et sinon, il y a toujours notre site internet, alors qui va avoir une petite mise à jour bientôt, parce que là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Mais comme vous voyez, on est une petite équipe, donc on est un peu sur tous les fronts. Mais on est joignable aussi par le site web, il y a un formulaire de contact. Voilà. Mais je vous remercie de votre attention. Et puis, bah, je peux répondre maintenant à des questions par le chat ou en direct, comme vous le souhaitez. Je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, déjà, ouais, je vois qu'il y a déjà des premières questions. Alors, si le décès se passe à l'étranger, Belgique, la procédure de transport de corps est applicable? Malheureusement, non. Actuellement, on intervient donc, comme je disais, que en France métropolitaine. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Et alors, je sais pourquoi on peut me poser ce genre de questions, parce que j'y ai déjà été confrontée plusieurs fois. Et là, on parle effectivement de suicide assisté, d'accompagnement au décès pour les personnes qui le souhaitent, ce qui n'est toujours pas possible en France, mais qui est possible en Belgique, qui est possible en Suisse, qui est possible en Espagne aussi, je crois. Malheureusement, les personnes qui choisiraient ces options, on ne pourrait pas faire le prélèvement de cerveau à ce jour. On peut le regretter, il va falloir que la législation française change pour qu'on puisse le faire. Voilà. Question de Madame Viala. Les patients de LNA, alors là, il va me manquer un acronyme, meurent souvent jeunes ou très jeunes. Il a été dit sans doute à cause du consentement que les enfants ne sont pas concernés. Pourtant, dans notre cas, c'est une demande de certains chercheurs de pouvoir disposer de ces cerveaux pour comprendre les symptômes qui sont neurologiques et neuropsychiatriques. Que peut-on faire pour ce cas? Elena, de quoi ça? Alors, Elena, c'est Leschnayan Action. C'est l'association de la maladie de Leschnayan. d'accord. Là, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il va falloir que je demande à mon médecin coordinateur. Euh, voilà, va falloir que je demande, mais actuellement, effectivement, au niveau du neuro-CEB, effectivement, on ne fait que des pathologies de l'adulte, mais je lui demanderai. Mais Je lui demanderai. est-ce que vous Pardon? avez une idée de la raison? Est-ce qu'il y a une raison évidente ou pas Bah, c'est-à-dire pourquoi on devrait juste, faire enfin, prélèvement? le partenariat, en fait, le partenariat avec Brain Team, il est très récent, hein, il date d'il y a même pas quelques mois, hein, même pas 6 mois, en fait, j'ai envie de dire, enfin, à peu près 6 mois. Euh, Jusqu'à maintenant, donc, on ne collectait les pathologies que des associations membres. Et donc, vous avez vu quelles sont les associations membres. Donc, ce ne sont que des D'accord. pathologies de l'adulte. Au niveau de la biobanque neuro-CEB, pour l'instant, on ne se limitait qu'aux pathologies neurodégénératives au sens large de l'adulte. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas été confronté encore à cette possibilité. Mais je vais poser la question. Je vais poser la question. Alors, ce que je peux déjà vous dire, par contre, c'est qu'en termes de, comme vous dites forcément, à cause du consentement, c'est-à-dire le consentement pour les enfants et pour les mineurs est beaucoup plus compliqué à gérer Bien sûr. que les consentements des adultes. Donc ça, effectivement, c'est une raison importante. Merci. Quelques exemples d'avancées dans la recherche avec ces prélèvements. Alors là, il faudrait que je vous transmette la liste des publications qui ont été faites. Parce que recherche, il y en a eu, mais dans quelle maladie déjà? Donc, il y en a eu dans beaucoup de maladies, puisqu'on traite des échantillons sur de nombreuses maladies. Là, je ne vais pas être capable, en fait, moi, de vous donner les informations telles quelles, mais je peux tout à fait transmettre la liste des publications, des recherches qui ont été faites avec nos échantillons. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. J'avais une question, moi. Bien sûr. Oui. Est-ce que le don de cerveau pour les donneurs a un coût?
Non. Ah, c'est une très bonne question, effectivement, j'ai omis de le dire. Ça n'a absolument aucun coût, effectivement. D'accord. L'engagement des associations et de la filière One Team aussi, hein, c'est que ça soit complètement transparent financièrement pour les familles. Ce que j'attends par transparent financièrement, c'est que ne reste à la charge de la famille que ce qu'elle aurait eu en charge s'il n'y avait pas eu de prélèvement, c'est-à-dire les obsèques. Donc pour une personne en fait qui va avoir par exemple souscrit un contrat obsèques de son vivant, eh bien elle n'aura rien à payer le moment venu en fait. Voilà. Nous on prend en charge le transport du lieu du décès vers le centre de prélèvement, le prélèvement et le transport que je peux appeler retour vers l'endroit souhaité par la famille, qui est en général le funérarium d'une compagnie de pompes funèbres. Euh, Si jamais, comme je vous disais, donc tout se fait dans les 48 heures qui suivent le décès. Donc, on fait le transport aller, le prélèvement et le transport retour se fait sans mise en bière. Donc là, c'est nous qui l'organisons avec la société de transport avec laquelle on travaille. Et bien sûr, c'est nous qui le payons. Si jamais, une fois le prélèvement réalisé, on a dépassé le délai des 48 heures, et je vais vous expliquer juste après dans quelles circonstances ça peut se produire, bien dans ce cas-là, on ne peut plus faire de transport sans cercueil au-delà de 48 heures. Ouais. La société avec laquelle on travaille ne fait pas les transports en cercueil. Ce n'est pas une compagnie de pompes funèbres. Et il faut dans ce cas-là que ce soit la compagnie de pompes funèbres de la famille qui vienne intervenir au centre de prélèvement pour faire la mise en bière, c'est-à-dire fermer le cercueil et transporter le cercueil. D'accord. Alors, dans ce cas-là, le transport retour, on va dire, qui peut être effectué par la compagnie de pompes funèbres, eh bien, ils vont nous le facturer, en fait. Comme ça, si jamais il y a une centaine de kilomètres, hein, je dis un chiffre au hasard, une centaine de kilomètres entre le lieu de prélèvement et là où aura lieu l'inhumation, et que ces 100 kilomètres sont vraiment liés au fait d'avoir transporté la personne pour le prélèvement euh, euh, à cette distance, nous allons payer le transport retour et la compagnie de pompe funèbre va juste nous le facturer en fait, quoi. Voilà. Donc reste à la charge de la famille la mise en bière, le cercueil et la cérémonie. Voilà. Merci. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à dépasser ce délai fatidique des 48 heures, enfin, un délai qui nous embête bien, hein. On espère bien que la réglementation va changer un jour pour nous donner un petit peu plus de latitude, parce que malheureusement, on manque de médecins pour faire les prélèvements, et donc en particulier, il n'y a pas de prélèvement le week-end. Alors, sauf parfois à Paris, sous certaines conditions, si on l'a su suffisamment tôt et qu'on a pu mobiliser une équipe pour être présente. Mais en général, il n'y a pas de prélèvement le week-end. Et donc, si par exemple une personne décède dans la nuit du vendredi au samedi, nous, on répond à l'astreinte, comme je vous disais, 7 jours sur 7, ça, c'est pas un problème. Donc, on va faire transporter, par exemple, le samedi ou le dimanche, la personne du lieu du décès vers le centre de prélèvement. Donc là, on sera toujours dans le délai des 48 heures. Mais arrivé le lundi, si le prélèvement a lieu le lundi, par exemple en fin de matinée, on aura dépassé le délai des 48 heures. Et une fois le prélèvement fini, du coup, la personne ne pourra pas repartir sans cercueil. Voilà. C'est dans ces circonstances-là, ça, soit les week-ends, soit les jours fériés, où pareil, il n'y a pas forcément de médecin pour faire les prélèvements. Et donc, on peut être amené effectivement à dépasser ce délai et à se retrouver dans ces circonstances-là. Mais au moment du décès, la coordinatrice qui est d'astreinte va interroger les différents intervenants de la chaîne et va informer la famille de voilà comment les choses vont se passer. Est-ce que ça vous convient toujours? Si ça ne convient pas à la famille, tout peut être annulé au dernier moment. Voilà. Alors, je vois. Faut-il indiquer le don du cerveau dans les directives anticipées? Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de garder auprès de soi le dossier de donneur, dont je vous ai parlé tout à l'heure. La carte de donneur, éventuellement, elle témoigne de votre volonté, mais c'est surtout le consentement qui a été signé. Moi, quand j'envoie le dossier de donneur, je garde le consentement original, mais quand j'envoie le dossier de donneur, je donne toujours une copie du consentement. Lui, il est très important. Lui, il témoigne de la volonté de la personne. Comment dirais-je, c'est lui qui est important. Voilà. Dans tous les cas, même si les papiers ont été perdus, si on nous appelle au numéro d'astreinte, au numéro qui est sur la carte, nous, on va se débrouiller pour que les choses aient lieu. S'il y a eu un consentement de signer, nous, on l'a de toute façon. Donc, on va se débrouiller pour que malgré les difficultés de papier, on arrive à faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, pour les directives anticipées, non, il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'on peut peut-être le faire, mais je pense qu'il n'y a pas d'obligation du tout. Par contre, il faut en parler à ses proches, bien entendu, et il faut que les proches soient d'accord. Parce qu'on a déjà été confronté avec des conflits intrafamiliaux, par exemple, suite à des remariages ou des choses comme ça, en fait, où il y a une partie de la famille qui était au courant, mais pas une autre.
et où ça crée des conflits familiaux au moment du décès qui rendent les choses extrêmement pénibles pour la famille et très compliquées pour nous, et qui peuvent amener au final à ne pas faire le prélèvement parce qu'elle est trop difficile dans tous les sens, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que soit j'ai laissé tout le monde à plat, soit vous êtes fatigué, soit j'ai été ultra claire. Mais tout est possible. Je voudrais juste faire une réflexion. C'est Juliette Diozard. J'ai pas Oui, le bonjour Madame Diazert. Bonjour. Ben, nous, on est en stand-by au niveau de la FAF avec cette question-là, parce que une fois Charles Ducard, qui était votre prédécesseur, avec qui on avait travaillé, et CSC était venu à la rencontre annuelle, mais comme il y a beaucoup de jeunes malades, donc avec des parents de jeunes, parler de ce sujet, même lui était complètement bloqué, il n'était pas bien du tout. Il se dit, je suis en train de leur parler, il y en a certains qui viennent pour la première fois, leur enfant n'est pas encore en fin de maladie, en fin de vie. Et il m'a dit, je ne reviendrai jamais plus en parler. Alors, résultat, on n'en a pas parlé pendant un certain temps. Et maintenant, la nouvelle équipe à qui je suis en train de passer le relais est constituée de beaucoup de parents d'ados, dont certains ont deux enfants malades. Et le sujet, il est là, même au sein du CA. Donc, je pense que là, il faudrait, je ne sais pas comment faire, C'est si très compliqué. des Ouais. arguments forts, notamment peut-être des autres scientifiques qui travaillent par exemple sur la taxi de Friedreich, qui nous disent oui, ça serait un plus, mais qui nous disent bien fort, je pense que ça nous aiderait à travailler et l'information. Alors, je ne sais pas là s'il y a des associations qui ont déjà l'expérience, mais Je suis complètement d'accord avec vous. Ce sont des sujets qui sont très délicats, surtout quand ça touche des jeunes, des enfants. On peut se retrouver avec le cas, nous, sur certaines, alors même si c'est des adultes, ça peut être des jeunes adultes qui sont atteints de certaines maladies, comment dirais-je, neurodégénératives, mais génétiques, donc qui vont toucher les personnes très jeunes. Euh, et quand ce sont les parents donc, qui portent le deuil de leur enfant, c'est forcément très compliqué. Alors que dans l'autre sens, ça paraît, entre guillemets, plus naturel. Voilà. Moi, ce que je recommanderais dans ce cas-là, c'est que la parole, l'information, elle soit portée par les neurologues dans ce cas-là. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour un certain nombre de maladies. Et aussi, nous, on aime bien le contact avec les neurologues parce que comme ça, on est sûr, nous, d'avoir le dossier clinique dont on a cruellement besoin. Ça, c'est notre besoin actuel. Il est sur la collecte d'informations cliniques sur les malades. Et on a de plus en plus de neurologues. Alors, outre les deux présentations que j'ai faites à Brain Team sur ces 15 derniers jours, j'ai fait 3 présentations à des groupes de neurologues et de gériatres. J'en ai encore une la semaine prochaine. On aime bien que les neurologues, les gériatres portent l'information sur le don de cerveau parce que eux sélectionnent les bons malades dont les chercheurs ont besoin. Et parce que ils savent parler, ils connaissent les malades, ils connaissent leur famille et ils trouvent le bon moment pour le faire. Voilà. Et par ailleurs, comme je vous ai dit, donc on a une brochure, on a une affiche qui peuvent être mises dans les salles d'attente des consultations. Donc ce sont des informations qui arrivent de façon entre guillemets passive aux malades et aux donneurs. Ils se l'approprient s'ils sont prêts à l'entendre. Voilà. Et puis une question qui va faire sourire tout le monde. Dans l'imaginaire populaire, un don de cerveau, ça veut dire presque qu'on est décapité. Donc, dans quel état on va nous rendre le corps? C'est pas du tout une question. C'est une question très importante. C'est vraiment une question très très importante. Les médecins qui font les prélèvements ont vraiment le souci, parce que la plupart donc c'est des légistes et c'est des médecins qui ont l'habitude de travailler sur la personne décédée, des légistes, une neuropathologiste en fait. Il y a un vrai souci des médecins et aussi des associations membres du NeuroSeb que le corps soit rendu dans des conditions qui permettent toute forme d'inhumation, qui permettent une présentation du corps à la famille. Alors, si vous me permettez de parler de façon très terre à terre, en fait, pour prendre le cerveau, on fait une ouverture à l'arrière de la tête qui va d'une oreille à l'autre, qui est cachée dans le cuir chevelu, en fait. On ne rase pas la personne, donc elle garde tous ses cheveux. Et donc, il y a une incision qui va à l'arrière de la tête.
la cavité crânienne est comblée en fait avec des tissus, avec des papiers en fait. Et une fois que la personne donc est recousue très proprement donc, et allongée sur le dos, on ne voit rien. Alors, je mets un petit bémol sur les messieurs, surtout les plus souvent les messieurs, qui pourraient être un peu dégarnis, comme ça peut arriver, parce que ça peut se voir un petit peu au niveau des oreilles ici, en fait, voilà. Et dans ce cas-là, les médecins mettent un petit pansement, mettent un petit bandeau, voilà. Donc, mais vraiment, sur une personne qui est allongée sur le dos, ça ne se voit pas. Le visage qui sera affiché serait celui d'une personne décédée. Donc, on a eu parfois des réflexions de personnes, il est complètement changé. Il est changé parce qu'il est décédé. Les tissus sont affaissés, les muscles se relâchent une fois que la personne est décédée. Nous, on ne touche pas au visage du tout, en fait. On ne touche pas aux os du visage du tout non plus. Donc, en fait, toute cette partie face n'est pas du tout touchée, en fait. Voilà. Les muscles s'affaissent, le visage change parce que la personne est décédée. Et pour la moelle épinière, c'est une infusion le long de la colonne vertébrale, en fait, pour prendre la moelle épinière. Et donc, pareil, quand la personne est allongée sur le dos, ça ne se voit pas. Je pense que c'est important de le dire. Oui, tout à fait. On me pose régulièrement la question. Donc, là, je ne l'ai pas dit d'emblée dans ma présentation. J'attendais plus ou moins que la question vienne. Si vous étiez prêt à poser cette question et à entendre la réponse, je préfère, voilà. Mais oui, c'est une question qu'on me pose très, très souvent et qui est absolument légitime et extrêmement importante, bien sûr. Alors, je vois, en cas de signature d'un contrat avec une société de pompe funèbre, faut-il préciser le don de cerveau? J'ai tendance à dire oui. C'est assez bien de dire à la compagnie de pompe funèbre parce qu'elle ne va pas forcément comprendre le délai retardé, parce qu'en général, en moyenne, ça retarde les funérailles de 2-3 jours, en fait. Il faut aussi qu'ils soient préparés à recevoir un corps parce que eux, ils vont faire une toilette du corps, ils vont maquiller et habiller la personne, ils vont voir qu'il y a eu le prélèvement. Donc, il vaut mieux qu'ils soient au courant. Et par ailleurs, si jamais ils sont amenés à venir faire la mise en bière au centre de prélèvement et le transport, il faut qu'ils le sachent. Voilà. Donc, en général, moi, je dis aux familles et aux donneurs, donc dites-le, donnez mes coordonnées aux pompes funèbres, comme ça, c'est parfois les pompes funèbres nous posent des questions. Parfois, ils proposent leur service aussi pour faire les transports de corps. Donc, nous, ça nous donne une alternative si jamais notre société, c'est rare, c'est vraiment rare, mais si jamais notre société ne pouvait pas faire le transport de corps, on pourrait éventuellement solliciter la compagnie pompe funèbre. Et puis voilà, donc c'est bien qu'on puisse se coordonner avec eux. Donc je dirais oui, ça serait bien c'est bien de le dire. Bon, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que oralement vous avez des questions encore? Votre présentation sera à dispo. Je dois vous quitter pour une autre réunion. Merci Juliette et à bientôt. Je crois que oui, puisque ça a été enregistré. Donc voilà. À bientôt, merci. Une question. Est-ce qu'on peut changer de société au cours de route? De société de pompe funèbre? Non, pas société de pompe funèbre. Et est-ce qu'on peut changer si on est plus attiré par une société par rapport à une autre? Non? Alors, donc, Je m'explique peut-être. du don de Ouais, cerveau, en fait, nous, on est l'unique réseau national, en fait. Il y a que, alors déjà, on n'est pas une société, on est moitié association, moitié hôpital public. On est le seul réseau national. Il existe d'autres centres de ressources biologiques, d'autres biobanques cérébrales dans certaines villes. Il y en a une à Lille, il y en a une à Lyon, au moins. Mais ils ne font les prélèvements que sur leurs patients qui décèdent dans leur hôpital. Donc, pour toutes les personnes en France qui décèdent à leur domicile, en EHPAD ou dans les autres villes, en fait, c'est nous. Voilà. d'accord. Oh, c'est bien. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on peut se quitter là. N'hésitez pas à transmettre des questions déjà mes coordonnées, mais à l'équipe de Brain Team qui pourront me les transmettre si vous en avez. Il ne faut pas hésiter, j'imagine, Bénédicte. Oui, bien sûr.